Salut tout le monde, allez c'est parti pour cette vidéo. Bien sûr on va débriefer le départ de Roberto De Zerbi, le coach italien qui quitte l'Olympique de Marseille. Ça s'est déroulé dans la journée de mardi, ensuite dans la nuit de mardi à mercredi avec le communiqué du club phocéen. Donc dans cette vidéo je reviendrai sur le pourquoi le coach italien a quitté l'Olympique de Marseille et est-ce qu'une solution est viable là dans le court terme et dans le temps. Est-ce qu'un entraîneur avec un fort potentiel peut venir entraîner l'OM. Est-ce que c'est possible d'avoir de la stabilité dans le club phocéen? Voilà un peu le but de cette vidéo. Donc déjà, pourquoi Roberto De Zerbi s'est arrêté à l'Olympique de Marseille? Pourquoi sa collaboration avec le club phocéen s'est terminée? Ça s'est fait donc dans la journée de mardi à mercredi, comme je vous l'ai dit. Mardi, il a fait l'entraînement normalement avec son groupe, qu'il a un peu sondé, qu'il a testé sur deux trois questions. Et ensuite, la journée qui a suivi, il a rencontré les dirigeants, donc Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Le but de cette entrevue, c'était tout simplement de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle direction on prend, quel chemin on prend tous ensemble. Et il en est convenu qu'après de longues discussions, Roberto De Zerbi, voilà, l'a dit lui-même, il n'a pas les ressources nécessaires pour relancer cet effectif, un effectif qui a été meurtri, qui a été touché par l'élimination en Ligue des Champions face à Bruges, parce qu'il y en a eu des déconvenus dans la saison, il y a eu des matchs nuls un peu, voilà, un peu synonymes qui ont un goût de défaite, notamment Toulouse ou le match face à Angers à l'aller, voilà, des matchs assez frustrants du côté de l'Olympique de Marseille, mais cette élimination face à Bruges, c'est vraiment le déclic, c'est la goutte de trop pour beaucoup, pour les supporters, pour beaucoup de suiveurs du club phocéen. Je pense que le staff ne s'imaginait pas être hors les 24 équipes qui puissent se qualifier en barrage de la Ligue des Champions. Donc l'OM a vécu cette première désillusion et ensuite on l'a vécu, donc on l'a tous vu, la claque subie au Parc des Princes face au PSG, 5-0. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dans un espace réduit parce que je mentionne aussi la défaite 3-0 face à Liverpool parce que ok, en termes au niveau médiatique ça a été rattrapé par les gros tifos qu'ont fait les supporters, donc du coup en soi Roberto De Zerbi a été protégé pour le coup par cette animation, par ces animations dans les tribunes, mais à un temps court il y a eu Bruges, il y a eu Liverpool, il y a le match nul face au Paris FC. Ok, la qualification face à Rennes qui le maintient, je pense, parce qu'ensuite là c'était trop compliqué de continuer avec le coach italien. Et après donc cette humiliation au Parc des Princes 5-0, le plus gros écart de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il va vivre avec ça longtemps j'imagine. Maintenant, mon avis c'est quoi? Mon avis, pour moi je donne mon avis, c'est que Roberto De Zerbi a signé pour 3 ans. J'attendais au moins qu'il finisse la deuxième année. Je le dis, je le redis. J'étais pas forcément fan de ce que je voyais sur le terrain parce que je voyais les mêmes lacunes. Je voyais certaines choses positives, mais des choses positives qui devenaient de moins en moins évidentes et des lacunes qui étaient toujours aussi criantes. Je vais revenir en détail sur ça, mais avant ça, je donne mon avis. Donc, moi, j'aurais aimé quand même qu'il reste pour la crédibilité du projet, de se dire, allez, tu restes, tu finis ta deuxième année, on voit on voit où on en est, ensuite on voit si on part sur la troisième année. Pour moi, ça aurait mis un peu plus de crédibilité au projet de Pablo Longoria, de Mehdi Benatia. On rappelle Pablo Longoria qui a dit dans le Télégraphe, il y a une semaine à peu près, qu'il aimerait que Roberto De Zerbi fasse comme Diego Simeone, rester plus de 10 ans à la tête d'un club. Bon, ce qui est rarissime parce qu'en vrai, on va pas se mentir qu'un entraîneur qui reste au moins 3 ans dans un club, c'est un cycle ultra long. On l'a vu, bon là, Arne Slot n'a pas sauté de Liverpool, mais il était champion la saison dernière, c'était compliqué pour lui, et il a joué sa tête justement face à l'OM au Vélodrome. Donc on voit que c'est compliqué de garder un coach très longtemps, mais j'attendais quand même qu'il soit plus de 2 ans. Maintenant, je pense aussi, et là aussi c'est mon avis, et c'est factuel aussi, c'est ce qui se dit, ce qui se murmure, c'est qu'en fait, il a dit qu'il n'avait plus les ressources pour relever son groupe. En fait, son discours ne passait plus. Donc le board s'est dit quoi? Il faut sauver au moins ce qu'il a sauvé. Là, le club est à 3 points de l'Olympique Lyonnais, quatrième. Je ne pense pas que l'OM se contente d'une quatrième place, pardon. Ça va être la troisième place qui est visée parce que ça te permet de te qualifier directement en Ligue des Champions. Donc ça, c'est l'objectif. Et la Coupe de France aussi, parce qu'au bout d'un moment, le but du football, pas que, bien sûr, mais c'est de gagner des trophées aussi. Et là, ça fait 13 ans
que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné de trophée, bientôt 14 ans, donc c'est très très long. En termes d'attente chez les supporters. Maintenant qu'on a dit ça, on va revenir sur voilà, on va revenir sur les griefs. Est-ce que on reproche, ce que je reprochais au jeu de Roberto De Zerbi, pourquoi ça ne progressait plus? Donc déjà, c'est dans un point de vue qui fait pas forcément rêver quand on parle de ça dans le football, mais défensif. C'est une équipe qui défend très mal. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui ne sait pas s'aligner depuis la première journée avec l'entraîneur italien. C'est une équipe qui ne sait pas, qui ne veut pas, qui ne peut pas presser. Les trois pourquoi qui ne sait pas presser parce que c'est pas coordonné du tout. On l'a vu au Parc des Princes. Qui ne sait pas presser parce qu'il n'y a peut-être pas, c'est pas assez travaillé. Donc voilà, et qui ne veut pas presser. Oui et non, ça dépend du profil que tu mets. Quand tu vas au Parc des Princes avec dans ta ligne d'attaque Guéry, Greenwood et Nwaneri, ça peut être talentueux comme on veut, mais pour initier un pressing, en face, c'est pas Kvara, Dembélé ou Doué qui a une capacité physique énorme à répéter les efforts et surtout une volonté de le faire. On peut dire ce qu'on veut, que les joueurs jouent contre Paris, que normalement contre Paris, tu dois avoir la volonté, tout ça. Mais bon, tu connais les trois profils et des fois, la volonté, ça fait pas changer des personnes. Peut-être sur une soirée ou pas, peut-être, mais on savait très bien que les trois, ça allait être compliqué. L'alignement, on l'a vu avec le débordement de Nuno Mendes, qui était un joueur exceptionnel, ça c'est pas à débattre. Tu mets tous les joueurs de la planète, ils font pas ce qu'il fait sur l'action, mais du coup, tu as pas anticipé cela. Donc niveau défensif, et c'est pas en mettant un cinquième défenseur, parce que l'idée c'est quoi quand il met sa défense à 5, c'est de justement limiter les espaces qu'il y a entre les centraux, moins responsabiliser les centraux pour justement éviter ces situations-là. Mais en fait, malheureusement, les joueurs n'ont peut-être pas compris les consignes, c'est peut-être mal travaillé ou les joueurs ne sont pas capables de le faire. Et dans ces cas-là, il ne faut pas s'aligner très haut comme il a été fait au Parc des Princes. Donc ça, c'est sans ballon, le pressing comme je l'ai dit, et ensuite avec ballon. Je trouve que c'était très bien dans l'animation, dans les ressorties de balles, dans le premier tiers du terrain, la première, la toute première partie avant la ligne médiane, on va dire, c'était pas mal. Mais justement, j'ai l'impression que c'était une caricature à certains moments. On a déjà vu la saison dernière contre Angers, etc., etc. C'était la volonté à chaque fois de fixer dans l'intérieur pour après jouer sur les côtés. À chaque fois, c'était le but recherché. En soi, c'est une volonté comme une autre. Et lui, il peut ressortir à 2-2 intérieur, il peut ressortir avec un relais à l'extérieur, il peut faire ce qu'il veut. En vrai, c'est son choix. Mais je trouve que ça a manqué d'adaptation par rapport à son profil de joueur. Et par rapport à l'adversité contre Liverpool, on l'a vu, il s'est entêté à relancer court avec Kondogbia, Højbjerg. Mais tout le monde était unanime pour dire que les deux joueurs n'avaient pas sur ce match-là la capacité de relancer. Ils ont quand même insisté dessus. Roberto De Zerbi, en fin de match, avait dit ok, mais avait dit que c'était les joueurs qui ont insisté, que lui aurait aimé que ce soit fait différemment. Et donc du coup, factuellement, c'est ce qui s'est produit. Donc soit les joueurs n'ont pas écouté la consigne, soit ils ont essayé de faire ce que tu leur as dit et du coup c'est un entêtement et ça n'a pas marché. Donc dans les deux cas c'est assez problématique et donc en 1 et demi je trouve que c'était bien dans les ressorties de balles mais après ça devenait, on dit toujours que ton style de jeu c'est un moyen pour gagner ton match. Il y en a qui jouent la transition, la contre-attaque, mais maintenant on dit la transition offensive. Il y en a qui jouent les transitions, qui jouent que sur ça. T'en as qui jouent, bref, il y a un milliard de façons de jouer. Mais en gros, ta façon de jouer, c'est un moyen pour avoir résultat. Et là, j'ai l'impression que cette possession-là, c'était un but limite. Ils voulaient avoir la possession d'abord, et après, si on a le résultat, on a le résultat. Et on l'a vu au Parc des Princes, plusieurs fois l'équipe était plutôt haute, parce qu'on a parlé d'alignement défensif qui était médian haut. Était bloc médian haut, t'es presque limite dans la ligne médiane. T'as des appels en profondeur que tu ne vas pas chercher. Je trouve ça assez fantastique. Et c'est dommage parce que dans la première saison, Roberto De Zerbi, il y a eu beaucoup de choses très 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 intéressantes. Même là, dans cette deuxième saison, c'est très intéressant ce qui a été fait en termes de production. Moi, je me rappelle la saison dernière. Bon, Saint-Etienne était quand même une équipe assez faible en Ligue 1, mais une belle victoire. Je me rappelle de la séquence face à Lille en Coupe de France. Bam, bam, ressortie de balle incroyable. Même cette saison, le match face à... Bon, Rennes est faible, mais face à Rennes, bon, on va dire que c'est plutôt un bon match. Mais surtout le match face à Lens, un match abouti. Face à Brest, plutôt dans la saison, un match également... plein, ça joue, ça joue à droite, à gauche, ça ressort. Et quand l'OM est comme ça, l'OM franchement peut fracasser. L'OM qui joue contre Brest ou comme face à Lens,
Il est capable de finir deuxième et même de talonner, en gros de faire la saison que Lens fait actuellement. Mais le problème, comme on l'a pointé, c'est les régularités. Les régularités viennent de ce que j'ai dit il y a quelques secondes, l'animation défensive, l'animation offensive. Et ça vient aussi après du management. Le management, là, je le mets global. Je vais rester centré sur Roberto De Zerbi pour ces deux trois petites minutes et après je vais vous expliquer. Roberto De Zerbi a fait quoi? A géré son groupe en fonction des joueurs qu'il avait, normal, voilà, comme tout entraîneur. On sort la statistique où à un moment c'était 31 compositions d'équipe en 31 matchs. On peut l'expliquer par des suspendus, des blessés, un mercato qui bouge aussi, parce qu'en hiver il y a des joueurs qui sont partis, qui sont etc. etc. On peut l'expliquer de mille manières. Mais dans certains matchs, couperés, des matchs où voilà, il faut faire la différence, j'ai l'impression, comme tous les coachs au monde ils le font, hein, mais avec plus ou moins de réussite pour certains et d'autres, qui voulait à chaque fois changer, trouver le truc. Son équipe, elle était bien face à Rennes en 4-2-3-1. Boum, il va au Parc des Princes, il met un 5, une espèce de 5-3-2 ou un 5-2-3. Ouais. Il met une défense à 5. Qu'est-ce qu'on se dit? Ok, défense à 5, mais le problème, c'est les joueurs qui l'incorporent. Il réincorpore Pavard, qui n'avait plus joué depuis 3-4 semaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'international français. D'un coup, il rejoue au Parc des Princes. Malheureusement, il fait une saison compliquée. Donc, du coup, c'est pas là qu'il s'est relancé. Et du coup, c'est toujours la petite invention. On met Noaneri sur la ligne offensive avec Greenwood, alors qu'on sait très bien qu'en gros, c'est soit Pachiao ou soit Traoré, là je parle du match face au PSG, qui peut animer le couloir gauche et défendre. Moi, Pachiao, je ne suis pas le plus grand fan de Pachiao, mais Pachiao, il a le mérite de faire l'aller, de faire le retour, de faire les efforts. On se rappelle du match à Nice, où l'OM fracasse Nice. Et ben, ce match-là, Paixão, il est énorme. Ok, il fait des mauvais choix avec Aubameyang, les passes qu'il ne fait pas, etc. etc. Mais dans l'activité, oui, on va dire 35 millions pour activité, c'est pas assez. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, dans l'effectif que tu as, c'est un joueur travailleur. Et tu n'as pas beaucoup de joueurs travailleurs sur la ligne offensive qui te permettent de récupérer des ballons, de casser les pieds entre les lignes, etc. Les seuls joueurs qui sont capables de le faire, dans la ligne offensive, c'est Wea, mais Wea, lui, est vu comme un piston, donc il a naturellement ce besoin, ce rôle-là défensif. Donc, par rapport à tout ça, je pense que dans le management, dans les matchs couperés, c'est toujours une invention qui te tue et qui ne rassure pas cette équipe. Cette équipe, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'avoir ses bases. Toutes les équipes d'Europe, tu vas me dire, il y aura une ou deux exceptions. Tu fermes les yeux, tu devines le 11. Je parle des top équipes, bien sûr. Tu prends l'équipe qui joue le maintien en championnat anglais. Ah ben, le gars, il est comme un pompier, il essaie de trouver les solutions, il change chaque semaine. Mais le top 3 de Ligue 1, tu prends Lens, on sait l'équipe, on ferme les yeux, on sait qu'il y a Malangsar, Baïdou, la Gradité blessé, c'est le jeune burkinabé Gagnou qui joue, tu sais que c'est Risser dans les buts, voilà, tu connais l'animation, Sangaré, Thomasson, etc., etc. Tu connais l'équipe, Paris Saint-Germain, c'est une équipe au-dessus, il n'y a pas de problème, mais tu connais l'équipe, Lyon, ça change quand même parfois, mais sur des cycles de 3, 4, 5 matchs, c'est souvent la même équipe qui tourne, après il y a des blessés, etc. Et l'OM, c'est à chaque fois tu sors un coup du chapeau. Ça peut réussir des fois. Quand Vermeeren joue contre l'Ajax, ça réussit. Quand il ressort je sais plus quel joueur à certains moments, ça marche aussi. Mais après, le problème, c'est que c'est trop avec De Zerbi, ce qu'on a vu récemment. C'est trop tout ou rien dans le management. Là, je parle pur dans le management des hommes. Je vais revenir sur, par exemple, Aubameyang. Gouiri s'est blessé à l'épaule. Il y avait Robinho Vaz qui est rentré en cours de jeu, qui suppléait Aubameyang de temps en temps. Ça marchait plus ou moins bien selon les contextes de jeu, le contexte de match. Aubameyang, il a joué tous les 3 jours avant la CAN. Tous les 3 jours, il a enchaîné la Ligue des Champions, le championnat à 36 ans. Il a enchaîné. Tellement ils ont dit au Gabon, oh, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas rentrer. Au bout de 30 minutes, il peut jouer que 30 minutes avec vous, s'il vous plaît. Après, le Gabon n'a pas respecté cet engagement-là. Mais c'est l'OM qui a essoré le joueur. Aubameyang, ok, on aurait pu mettre Robinho Vaz un petit peu. Je dis pas que Robinho Vaz aurait changé la face de l'OM, mais sur un match à domicile face à des adversaires, hop, faire souffler le mec. Donc j'ai l'impression que c'est soit tout ou rien. Donc Aubameyang a joué toute la séquence. Ensuite, je prends l'exemple de Traoré qui est sorti de l'infirmerie en janvier. On n'a plus vu Paixão pendant 8 matchs, je crois, ou 5 ou 6 matchs. Traoré, jusqu'à qu'il soit émoussé, ou moins bon, et moins bon, parce qu'il a été moins bon face à Bruges, il passe à côté, face au Paris FC, Traoré il passe également à côté de son match. Il a été bon seulement face au Paris Saint-Germain au Trophée des Champions. Après, c'était un peu compliqué sur le temps. Mais Traoré, c'est comme tout le monde, il revient de blessure, gère, remet Paixão, gère les deux. Vermeeren, depuis son erreur face à Nantes, fini. Il a été suspendu 2 matchs.
Trophée des champions, Bayeux. Ensuite, il a joué 1 minute face à Angers. Et ensuite, on l'a plus vu les 2 matchs qui ont suivi, dont le troisième match face à Bruges. Donc au niveau de la gestion, c'est soit tout, soit rien. Et le problème de soit tout, soit rien, c'est que des fois, tu perds les mecs. Et quand t'as pas la régularité, tu vas ressortir le mec du chapeau. Mais si le mec il est plus en condition dans sa tête, c'est de sa faute aussi. Le mec doit se préparer toujours à jouer, s'entraîner comme il veut. Mais quand tu concernes pas, on va dire, un groupe dans un club comme l'OM, il faut concerner, sincèrement, il faut concerner, allez, à fond, 16 joueurs. Après, t'en as 20, t'en as 4, on sait qu'ils sont là, qui jouent beaucoup moins, ils sont en dessous. Mais 16 joueurs. Et là, sur des cycles courts, tu concernes uniquement 13 joueurs. 14, tu vas me dire oui c'est bien, les grandes équipes fonctionnent à 14, mais là le 11 aussi change beaucoup. Donc ça fait beaucoup d'interrogations. Donc il y a le management, et je parle pas du cas Murillo, où j'ai trouvé ça hyper sévère le fait de vouloir le transférer, limite lui a mis la responsabilité de l'élimination. Après Murillo, il a rendu ses services, il a été plutôt bien vendu, mais ça reste un joueur qui a fait une mauvaise saison, il faut reconnaître les choses, ça peut être du fait de deux Zerbi ou pas, mais il a fait une mauvaise saison. Donc Murillo part là en janvier, il aurait été transféré certainement en été. Je vais le dire trivialement, mais c'est pas pour Murillo qu'on va pleurer, mais c'est juste la manière de le faire, la situation, et surtout que ça avait pas l'air d'être un joueur, on va dire très méchant, mais après il y a ce qui se passe dans le groupe, la manière d'être, et peut-être qu'il était nonchalant. Donc Murillo c'est assez un cas, c'est vraiment un peu une zone grise Murillo, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ensuite, donc la gestion des hommes. Et après, maintenant qu'on a dit tout ça, donc Roberto De Zerbi, je trouve qu'il était essoufflé. Et j'ai parlé de la défaite à Nantes, parce que j'ai parlé récemment de Bruges et du Paris Saint-Germain, mais ça part d'en vrai de la défaite à Nantes, de la défaite contre Nantes à domicile, pardon, où l'OM perd. Voilà, relance Nantes qui avait gagné seulement que 2 matchs depuis le début de saison. C'est vraiment un truc de fou, quoi, un truc de fou. Et du coup, je pense qu'ensuite, les défaites, dans un temps court, comme je l'ai dit, les déconvenus, ont poussé à la porte Roberto De Zerbi. Donc, management compliqué vers la fin, le jeu qui ne progressait plus, même s'il y a eu des belles choses, notamment le match face à Lens, où la belle trouvaille, il a joué en losange, etc., comme je l'avais expliqué dans un autre débrief. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? C'est Longoria, Pablo Benatia, on parle de stabilité. Il y a 2 éléments, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Soit on va à fond avec lui, soit on dit mec, attends, ça s'est passé comment? Il est venu me voir dans le bureau. Ben, les gars, je crois que ça y est, c'est fini, je vais arrêter. Ben, soit ils disent non mon coco, tu vas continuer, mais par contre on va te soutenir, on va voir les joueurs. Mais par contre attention, on va à la fois protéger les joueurs devant la presse, mais avec toi, on va aller un peu sur les joueurs, mais on va essayer de créer vraiment une ambiance d'équipe. On va essayer de relever la tête de tout le monde. Crie moins, détends-toi, prends 3 jours, va souffler. Roberto va souffler. Il le fait des fois en Italie, il prend sa voiture, il part en Italie. Mais là, va souffler. Voilà, tu fais Strasbourg, mais tranquille, dors la nuit. Voilà, simple, tranquille, prends du recul. Et c'est aussi leur rôle parce que De Zerbi ne triche pas. De Zerbi ne dort pas. C'est un insomniaque qui dort, quand il dort 3 4 heures, c'est une très belle nuit. Mehdi Benatia, pareil. Pablo Longoria, pareil, même s'il a un peu pris du retrait dans le club. Mais au final, ça dessert De Zerbi. C'est limite trop de passion qui le dessert parce qu'il n'est pas lucide pour faire ses choix, il est toujours tendu. Ben, c'est un humain De Zerbi, il est comme vous et moi, sauf que lui, il a l'OM, il est entraîneur, il est exposé, il a un magnifique salaire, il a un magnifique salaire, et donc voilà. Mais Roberto De Zerbi, à l'OM, c'est beaucoup. On va à fond, on est tout le temps là. Et le problème, c'est qu'il rentrait dans toutes les polémiques. C'est qu'on le sentait irritable. Là, contre Bruges, il était touché. C'est normal. La soirée de Bruges, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite, on a expliqué et tout. Elle est lunaire. Mais bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'il prenne du recul. Et il n'a pas le recul suffisant, comme on dit. L'entraîneur, quand ça gagne, il doit se calmer. Quand ça perd, il doit aussi tempérer les émotions négatives. Eh ben lui, contre Lens, il gagne, il va se flamber avec l'autre en conférence de presse. Ah, ceux qui ont dit ça sur moi, ce sont les premiers, avec Benatia et Longoria, à dire ouais, l'instabilité du club, mais eux, ils rajoutent de l'instabilité à l'instabilité. Donc, à la fois dans les conférences de presse, à la fois aussi dans les mercatos où il y a beaucoup de joueurs qui entrent, beaucoup de joueurs qui sortent, et dans les compétitions d'équipe où il y a beaucoup de changements. Donc, eux dénoncent l'instabilité, mais elle est aussi de leur responsabilité là, dans le sens où ben, il y a beaucoup de changements, c'est eux qui créent ça, et surtout cette saison, oh,
Et tant mieux, j'ai vu des années où c'était plus chaud. Là, le stade était plein toute l'année. Le stade encourageait toute l'année. Oui, des fois, le stade a sifflé contre l'Atalanta. Quand il est venu à 65 000 personnes, qui n'a pas eu une passe vers l'avant en 67 minutes, le stade dit, ben oui, il en a eu marre. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est normal, c'est humain. Vous regardez un film, ben le film, vous le regardez. C'est vos acteurs préférés. C'est une série que vous regardez depuis 10 ans. L'épisode, il est moyen, il est mou, il est lent. Il est pas, le script, il est mauvais. Eh ben, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Je me fiche chier. Eh ben, c'est les supporters, c'est ce qu'ils ont ressenti, on peut les comprendre. Mais les supporters ont commencé vraiment à réagir après l'élimination face à Bruges, donc on dit beaucoup contexte particulier. Ça va, cette année, je trouve que De Zerbi a bossé dans des conditions incroyables. Il a dit qu'il y avait beaucoup de changements au mercato et ça l'a un peu déboussolé. Ça, par contre, je peux le comprendre. Mais en termes de soutien, je vais y arriver. En termes de soutien, en termes de tout ce qu'on veut. Franchement, il a bossé dans des top conditions. Donc De Zerbi peut pas se plaindre trop du contexte. Par contre, bien sûr que la pression médiatique, bien sûr que des médias ont été tranchants sur certains articles, certains avis, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais lui, il doit avoir du recul, se dire, je rentre pas dans ces guerres-là, faites vos délires. Moi, je suis dans mon délire, je vais en conférence de presse, je vous parle de ballon. Des fois, je vous embobine un peu. Et voilà, il doit limite être moins sincère et prendre plus de recul. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler de la communication aussi des dirigeants. On parle d'instabilité. Mehdi Menatia, directeur sportif, qui après la défaite en Trophée des Champions, qui dit ouais, moi, si on veut que je parte, je partirai. Donc personne ne pensait à ça, mais du coup il a rajouté de l'instabilité à l'instabilité. Après la défaite face à Bruges, c'est de la faute des joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs. Là aussi, peut-être protéger plus le groupe qui a vécu une défaite, qui est dégoûté, qui est triste, il va plus les protéger. Et après, il y a Pablo Longoria qui est un peu plus effacé, qui donne des conférences de presse, mais on le sait que par rapport à la vice-présidente du conseil du surveillante, Semsar de Bossesson, on sait que c'est un peu plus compliqué pour Longoria et qu'il y a un peu des distensions en interne au club. Donc voilà, et ce que j'ai oublié aussi de vous dire pour Roberto De Zerbi, c'est quand même classe de sa part, parce qu'à la fin, sur son départ, en fait, lui, il a négocié sur son départ, il n'a pas négocié ses indemnités à lui, il a négocié les indemnités de son staff et il a tenu à voir les patrons des groupes de supporters pour leur dire au revoir et merci du soutien pendant ces 69 matchs à la tête de l'Olympique de Marseille parce que le bilan c'est ça, c'est 69 matchs de Roberto De Zerbi avec un taux de victoire de 56,5%. C'est le premier entraîneur en termes de victoire du 21e siècle. C'est dans un top 10, il y a Bielsa, il y a Guéret, il y a Sampaoli, il y a Tudor qui est en deuxième position, il y a Deschamps qui est bien en bas, mais on voit que très bien que le pourcentage de victoires était là, mais que ça passait plus auprès de ces joueurs. Et quand on sait très bien que le foot c'est cyclique, les dirigeants ont essayé de sauver ce qu'il y avait à sauver. Maintenant la suite, on verra bien, mais moi, je suis pas forcément. Voilà, je voulais qu'il reste, mais maintenant qu'il est parti, il faut prendre une personne qui. L'OM veut une personne qui maîtrise l'environnement. L'environnement, c'est simple, qui connaît la Ligue 1, qui connaît les spécificités du jeu français, qui connaît l'effectif. Et l'environnement, c'est l'environnement marseillais, les médias, les supporters, tout ça. Voilà, on sait très bien. Ben oui, les supporters sont influents à l'OM, même si cette année c'était calme. Ben là, il y a quand même quelques réunions ces dernières semaines. Voilà, il faut prendre un mec qui connaît, qui maîtrise cet environnement-là. Habib Bey a été sondé, c'est sûr. Pour l'instant, c'est lui qui est en pole position au moment où je mets la vidéo. Donc là, il est 23 heures passées, on est mercredi. Donc peut-être que jeudi matin, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, ça sera un autre coach. Et de là, mais voilà. Il y a des entraîneurs comme Erichel aussi qui connaissent très bien le contexte. Nicolas Usaï. Certains pensent à cet entraîneur, l'ancien entraîneur de Pau, qui aussi qui est de la région, qui connaît très bien le contexte également. Donc voilà, il y a quelques entraîneurs comme ça à aller sonder. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de noms, de Glasner, d'Amorim. Il y a beaucoup d'entraîneurs libres, des entraîneurs étrangers libres, des Xabi Alonso. Pourquoi pas. Après, il faut qu'il veuille venir des Xavi Hernandez, l'ancien milieu du Barça. Il y a des noms, hein. Il y a des noms il y a une liste qui a été faite. Mais il reste 3 mois, 4 mois. Prendre un mec qui arrive avec encore un staff de 15 personnes, qui parle une autre langue, qui repart sur des principes de jeu. Je pense pas que l'OM ait le temps. Là, pour le coup, autant que je voulais de la stabilité avec De Zerbi, autant je veux quelqu'un, un court-termiste, qui fait la mission, un Jean-Louis Gasset, dans Jean-Luc Gasset dans le profil où tu sais que ça va pas forcément durer plus,
Mais voilà, hop, l'idée c'est quoi? C'est de faire top 3. Après, si le mec il reste, ben, comme Carrick à Manchester United qui fait du bon travail, si le prolonge, et ben là c'est pareil. Si tu mets Habib Beye et qu'Habib Beye reste ensuite, eh ben, pourquoi pas, il fait une année et on verra. Mais en tout cas, prendre une personne, il reste 3 matchs en Coupe de France potentiellement pour la gagner. Et il reste une série de matchs pour repasser devant Lyon et finir top 3. Donc peu importe l'entraîneur, je pense qu'il faut quelqu'un, je suis d'accord pour le coup avec le staff, qui maîtrise l'environnement. Maintenant, on verra au mercato, parce que maîtriser l'environnement, c'est bien. Finir troisième, gagner la Coupe de France, c'est très très bien. Mais aussi, il va falloir voir l'effectif. Certainement, un nouvel entraîneur voudra certains profils de joueurs, mais voir s'il y a trop ou pas de transferts encore une fois. Ce qui est dommage, c'est l'image que tu renvoies. Toujours des changements, toujours des changements, toujours des changements. Jusqu'à quand? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il faut finir la saison. Et attention, c'est une saison qui est bizarre, avec des émotions très négatives, mais qui peut se finir en apothéose. Parce que si l'OM finit top 3, gagne la Coupe de France, ce serait la meilleure saison depuis une quinzaine d'années. Et ça, c'est factuel.